3 tonnes d'or ont suffi pour fissurer des certitudes économiques que beaucoup croyaient intouchables au Sahel. Alors que les marchés internationaux annonçaient un choc rapide, les premiers chiffres disponibles ont révélé une stabilité intérieure persistante, exposant un écart inattendu entre prévisions externes et réalités opérationnelles. Que signifie concrètement cette divergence pour vous et pourquoi Ibrahim Traoré y voit-il bien plus qu'un simple ajustement comptable? Derrière ces chiffres déillés, une bascule stratégique silencieuse est déjà en marche. La promesse de cette analyse est simple et exigeante. Donner des clés de lecture pour comprendre pourquoi un écart mesurable s'est creusé entre les prévisions internationales et les résultats observés sur le terrain sahélien. Le bénéfice est clair. Lire les chiffres avant les récits. En suivant cette méthode, le public peut distinguer ce qui relève de l'anticipation automatisée de ce qui procède d'ajustements administratifs vérifiables, sans céder ni à l'adhésion idéologique ni au rejet réflexe. L'enjeu, lui, est plus délicat. Les narratifs dominants associent souvent toute intervention étatique renforcée à une rupture imminente. Fuite des capitaux, désorganisation productive, isolement financier. Or, les premiers signaux contredisent cette équation mécanique. C'est précisément ce décalage qui mérite examen, car il conditionne la manière d'évaluer la soutenabilité des réformes et la crédibilité des institutions locales. Dans ce cadre, l'approche défendue par Ibrahim Traoré ne se présente pas comme une confrontation frontale, mais comme une requalification progressive des règles du jeu, fondée sur la mesure, la vérification et la cohérence des données. Comprendre ces mécanismes, c'est accepter de déplacer le débat du registre des intentions vers celui des effets observables. Le mini-révélateur tient en 2 phrases et un chiffre. En 2025, le Mali a déclaré 67 tonnes d'or, un niveau supérieur aux projections qui annonçaient une contraction rapide après le durcissement des audits. Cette donnée simple a suffi à invalider, plutôt que prévu, le scénario dominant d'un effondrement mécanique de la production. Pour comprendre pourquoi ce chiffre compte, il faut revenir au cadre d'anticipation utilisé par de nombreux observateurs. Les modèles externes partaient d'une hypothèse centrale. Un contrôle administratif renforcé provoquerait automatiquement une chute des volumes, une désorganisation des chaînes minières et un retrait accéléré des partenaires étrangers. Or, les premiers relevés opérationnels ont montré autre chose. Les extractions ont continué, les salaires ont été versés et les flux logistiques essentiels se sont maintenus malgré une pression réglementaire accrue. Ce décalage n'est pas anecdotique. Il révèle une limite structurelle des scénarios automatisés, souvent calibrés sans interrogation des hypothèses de terrain. Les audits engagés n'ont pas interrompu la production. Ils ont surtout mis en lumière des mécanismes longtemps tolérés: exemptions fiscales disproportionnées, sous-déclarations récurrentes et dispositifs de transfert de valeur peu transparents. Chaque correction comptable a déplacé le débat de la peur de la rupture vers l'examen de faits mesurables. C'est dans ce contexte que l'influence d'Ibrahim Traoré apparaît de manière plus lisible. L'approche initiée au Burkina Faso n'a pas cherché à proclamer une rupture idéologique, mais à modifier l'ordre des priorités. Mesurer d'abord, négocier ensuite. En imposant que les opérateurs rendent des comptes selon des formats définis localement, la réforme a introduit une discipline méthodologique qui a commencé à produire des données autonomes. À partir de là, le débat a changé de nature. Il ne s'agissait plus de spéculer sur des chocs hypothétiques, mais de comparer des résultats vérifiés à des prévisions contestées. La question centrale devient alors évidente. Si les chiffres contredisent les récits dominants, sur quoi doit-on désormais fonder l'analyse? Pour saisir la portée concrète du changement, il faut quitter les tableaux macroéconomiques et suivre ceux qui l'appliquent au quotidien.
Un premier repère est celui d'un inspecteur minier malien, longtemps cantonné à des contrôles formels et répétitifs. Avant le renforcement des audits, son travail consistait surtout à vérifier des déclarations standardisées, rarement contestées. Avec l'arrivée d'une supervision plus étroite sur certains sites, chaque ligne comptable est devenue une question opérationnelle, chaque incohérence un indice à documenter. Le contrôle a cessé d'être symbolique pour devenir un levier réel d'ajustement. Ce changement n'a pas été brutal. Il s'est installé par accumulation. Les opérateurs, habitués à une surveillance distante, ont dû répondre à des demandes précises, documentées et continues. Pour l'inspecteur, la nouveauté ne résidait pas seulement dans les outils, mais dans la reconnaissance de son rôle. La règle, longtemps abstraite, commençait à produire des effets tangibles. Un second récit éclaire un autre versant de cette transition. Le dirigeant d'une petite entreprise locale de maintenance industrielle explique comment son activité, jusque-là marginale, a gagné en visibilité. À mesure que certains prestataires étrangers réduisaient leur présence, les opérateurs ont sollicité des acteurs nationaux pour assurer la continuité des services. Cette ouverture a créé des opportunités réelles, mais aussi de nouvelles exigences. Délais stricts, traçabilité accrue, responsabilité contractuelle renforcée. La montée en charge s'est accompagnée d'une discipline nouvelle. Ces trajectoires individuelles convergent vers un même constat. Les premiers effets du changement doctrinal ne se manifestent pas dans les capitales financières, mais dans des gestes quotidiens. C'est là que la souveraineté cesse d'être abstraite dans une logique déjà associée à la méthode portée par Ibrahim Traoré. La phase d'activation commence par une décision qui, à première vue, paraît strictement administrative. Au Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une réforme comptable impose aux opérateurs miniers une obligation nouvelle: rendre des comptes d'abord à l'État selon des formats définis localement, avant toute validation extérieure. Présentée comme une mise à niveau méthodologique, cette mesure l'est immédiatement interprétée ailleurs comme un signal de durcissement. Les anticipations se recalibrent à la baisse, les projections évoquent une contraction rapide des flux et une montée des tensions avec les partenaires internationaux. Dans un premier temps, la méfiance domine. Les acteurs extérieurs redoutent une désorganisation des chaînes minières, un ralentissement des extractions et un retrait progressif des capitaux. Pourtant, sur le terrain, les effets observés sont plus lents et plus nuancés. Les audits ne suspendent pas les opérations. Ils commencent par révéler des clauses héritées d'anciens accords. Exemptions fiscales étendues, sous-déclarations récurrentes, mécanismes de transfert de valeur peu lisibles apparaissent progressivement. Chaque correction ne provoque pas de rupture, mais recentre le débat sur des faits documentés. Le climax intervient lorsque le Mali franchit à son tour un seuil décisif. L'imposition d'un administrateur provisoire sur le complexe aurifère de Laguna est perçue à l'extérieur comme un geste radical, annonciateur d'un choc imminent. À l'intérieur, il fonctionne comme une correction tardive d'un déséquilibre ancien. Les opérations continuent sous surveillance accrue. Les salaires sont versés, les extractions maintenues et certaines fonctions logistiques, délaissées par des acteurs étrangers en retrait, sont progressivement reprises localement. Le contraste entre les discours alarmistes et la continuité opérationnelle devient manifeste. C'est à ce moment que les données commencent à parler plus fort que les anticipations. La confirmation de niveaux de production élevés agit comme un électrochoc analytique. Le récit dominant, fondé sur l'hypothèse d'un effondrement automatique, ne correspond plus aux faits observables. La méthode initiée à Ouagadougou, associée à Ibrahim Traoré, cesse d'apparaître comme une singularité nationale. Elle est désormais perçue comme un protocole potentiellement exportable, capable de réorganiser les rapports de force sans interrompre les flux essentiels. La phase de résonance s'installe dans la durée. Chaque
audit supplémentaire met au jour des mécanismes structurels longtemps tolérés sans déclencher la panique annoncée. Les administrations commencent à produire leurs propres données, réduisant leur dépendance envers les rapports fournis par les opérateurs. Cette accumulation de corrections génère un effet de stabilisation progressive. Les marchés, confrontés à des chiffres vérifiés, sont contraints de réviser leurs modèles et leurs calendriers. Ainsi, la séquence d'activation, de points culminants et de résonance dessine une dynamique claire. Ce qui devait être un choc se transforme en ajustement méthodique. La doctrine sahélienne n'avance ni par proclamation ni par rupture spectaculaire, mais par l'enchaînement d'actes mesurables. La question qui s'impose alors est simple: à partir de quel moment les faits obligent-ils à revoir les scénarios dominants? Le point de départ de l'analyse repose sur un contraste mesurable entre un niveau de référence attendu et un écart effectivement observé. Les projections initiales tablaient sur une baisse sensible de la production aurifère malienne après le durcissement des audits et des contrôles administratifs. Or, les données collectées sur le terrain ont montré une continuité opérationnelle qui a rapidement invalidé ce scénario. La comparaison entre anticipation et résultat constitue le premier indice d'un changement structurel plus profond, car elle oppose des hypothèses théoriques à des flux vérifiés. Un premier repère chiffré s'impose par sa clarté. En 2025, le Mali a déclaré 67 tonnes d'or, un volume supérieur aux prévisions formulées avant l'intervention administrative. Ce chiffre ne traduit pas une expansion spectaculaire, mais une stabilité robuste dans un contexte que les marchés jugeaient fragile. Il indique que les chaînes d'extraction et de traitement ont absorbé la pression réglementaire sans rupture majeure. Autrement dit, l'intensification des audits n'a pas interrompu la production. Elle a coexisté avec elle, contredisant l'idée d'un lien mécanique entre contrôle étatique et effondrement productif. Un second indicateur affine cette lecture dans le temps. Comparé à la situation observée 2 ans plus tôt, la production aurifère montre une progression d'environ 12%. Cette hausse modérée, mais continue, ne relève pas d'un choc conjoncturel. Elle suggère plutôt un effet cumulatif des corrections administratives. Clarification des flux, réduction des sous-déclarations et amélioration de la cohérence comptable. Le delta observé ne provient pas d'une intensification brutale de l'extraction, mais d'une meilleure captation de la valeur réellement produite. Pour les administrations, ce résultat valide l'hypothèse selon laquelle la souveraineté comptable peut fonctionner comme stabilisateur plutôt que comme frein. Un troisième repère concerne l'emploi, souvent absent des modèles purement financiers. Dans certaines zones directement liées aux activités minières, les observations locales font état d'une augmentation d'environ 15% de l'emploi en 2025. Cette évolution est significative car elle intervient dans une phase où les observateurs extérieurs anticipaient un ralentissement. Elle reflète un déplacement progressif des contrats vers des prestataires nationaux, appelés à remplacer certains acteurs étrangers en retrait. L'emploi devient ici un indicateur indirect de résilience. Lorsque les opérations se maintiennent et se réorganisent, les besoins en main-d'œuvre suivent. Pris isolément, aucun de ces chiffres ne suffirait à renverser un récit dominant. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. La stabilité des volumes, la progression mesurée sur 2 ans et la hausse de l'emploi convergent vers une même conclusion. Le durcissement administratif n'a pas produit l'effondrement redouté. Il a plutôt réorienté la manière dont la valeur est déclarée, contrôlée et redistribuée. Ces données obligent à revoir les cadres d'interprétation. Les modèles qui associaient automatiquement intervention étatique et rupture des flux se heurtent à une réalité plus nuancée. Dans ce contexte, la méthode promue au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme une exception idéologique que comme une expérimentation empirique.
Les chiffres ne racontent pas une success story simplifiée. Ils révèlent une mécanique lente, cumulative et fondée sur des deltas vérifiables. La question demeure alors ouverte. Jusqu'où cette logique peut-elle se maintenir sans perdre sa cohérence? Les critiques du modèle sahélien avancent d'abord un argument économique cohérent. Selon eux, la reprise en main administrative et la multiplication des audits fragiliseraient la capacité d'investissement à moyen terme. La logique est arithmétique, moins de capitaux étrangers entraînerait moins de liquidités disponibles, donc une pression accrue sur des infrastructures minières coûteuses et techniquement exigeantes. Dans cette lecture, le risque n'est pas idéologique, mais financier. Sans partenaires internationaux disposant de capacités lourdes, la soutenabilité du système serait menacée, même en l'absence de rupture politique explicite. Un second argument porte sur la vulnérabilité des chaînes de production. Les détracteurs estiment que la révision des contrats et le durcissement des contrôles peuvent provoquer une désorganisation progressive. Le retrait partiel de certains opérateurs internationaux créerait des goulets d'étranglement logistique, des tensions sur l'approvisionnement et un ralentissement des raffineries dépendantes de circuits extérieurs. À cela s'ajoute la crainte d'une incertitude administrative durable, peu compatible avec des engagements industriels de long terme. Dans ce scénario, le danger viendrait moins des intentions politiques que des effets cumulés d'une restructuration dense et prolongée. Ces deux critiques reposent sur des hypothèses solides et ne peuvent être écartées d'un revers de main. Pourtant, lorsqu'on les confronte aux données observées sur le terrain, une lecture plus nuancée s'impose. Malgré les audits renforcés et les litiges fiscaux, la production aurifère malienne est restée proche des niveaux élevés déclarés en 2025. Les opérations ne se sont pas arrêtées, elles se sont adaptées. Les salaires ont continué d'être versés, les extractions maintenues et certaines fonctions logistiques ont été progressivement reprises localement. De plus, la progression mesurée de la production sur 2 ans et la hausse de l'emploi dans plusieurs zones minières suggèrent que la transition ne s'est pas traduite par une contraction brutale. Les chaînes n'ont pas disparu, elles se sont reconfigurées. Cela ne signifie pas que les risques sont inexistants, mais qu'ils ne se sont pas matérialisés selon les scénarios les plus pessimistes. Ainsi, le débat gagne en précision. Les arguments adverses conservent leur validité théorique, mais les faits observés indiquent une dynamique hybride. La région n'a pas rompu avec le marché mondial, elle en redéfinit les modalités par la mesure, la vérification et la cohérence, plutôt que par la rupture. Cette phrase marque le point de bascule du raisonnement. Jusqu'ici, l'analyse opposait des anticipations alarmistes à des constats empiriques. À mi-parcours, un déplacement plus profond apparaît. La transformation en cours n'est plus seulement économique, elle devient méthodologique. Ce qui change réellement, ce n'est pas le volume extrait en milli, mais la manière dont la valeur est mesurée, validée et reconnue comme légitime par les acteurs eux-mêmes. Le révélateur a été la réaction du système face à la contrainte. Lorsque les audits se sont intensifiés, rien ne s'est figé. Les administrations ont appris à produire leurs propres données, les opérateurs à documenter davantage leurs pratiques et les marchés à composer avec des chiffres qu'ils ne contrôlaient plus directement. Cette capacité d'absorption a montré que la doctrine sahélienne n'était pas une posture défensive, mais un protocole opérationnel. C'est ici que l'influence d'Ibrahim Traoré prend une dimension plus large. L'approche initiée au Burkina Faso ne reposait pas sur une rupture frontale avec les règles existantes, mais sur un renversement discret des priorités. D'abord mesuré, ensuite négocié. D'abord vérifié, ensuite interprété. Ce changement d'ordre a modifié les rapports de force sans produire de choc visible, installant une dynamique plus durable que les proclamations. À ce stade, le constat s'impose. Celui qui mesure détient un pouvoir réel. Pour l'État, la première conséquence tangible est la reprise de contrôle sur l'information économique.
Les audits menés au Mali ont révélé des sous-déclarations récurrentes et des clauses d'exemption héritées de cycles contractuels anciens. Chaque correction intégrée dans les bilans a renforcé la capacité des administrations à produire leurs propres données, plutôt que de dépendre de rapports fournis par les opérateurs. Cette autonomie informationnelle modifie la posture institutionnelle. L'État n'est plus un arbitre distant, mais un acteur doté d'outils mesurables, une logique déjà observée au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Pour les entreprises, les effets sont plus ambivalents. Les grands opérateurs doivent impeccablement composer avec une exigence accrue de traçabilité et de conformité, ce qui alourdit les procédures mais réduit les zones d'incertitude. En parallèle, les entreprises locales voient et s'ouvrir des espaces nouveaux. Des contrats de maintenance, de transport ou de services techniques autrefois concentrés entre les mains d'acteurs extérieurs sont progressivement redistribués. Cette ouverture n'est pas synonyme de facilité. Elle s'accompagne d'exigences plus strictes en matière de délai, de qualité et de responsabilité contractuelle. La conséquence est une montée en compétences contraintes mais structurantes. Pour les ménages vivant à proximité des sites d'extraction, l'impact se lit dans la continuité plus que dans la rupture. Contrairement aux craintes initiales, les opérations minières se sont maintenues et les revenus liés aux activités périphériques n'ont pas chuté brutalement. La stabilité relative des salaires et la hausse modérée de l'emploi dans certaines zones ont réduit l'incertitude quotidienne. Cette continuité nourrit une perception nouvelle. Le contrôle accru peut coexister avec une sécurité économique minimale, renforçant la crédibilité des réformes associées à la méthode défendue par Ibrahim Traoré. À l'échelle régionale, enfin, les effets prennent la forme d'un alignement progressif des pratiques. En observant les résultats maliens, d'autres pays du Sahel ont engagé des révisions contractuelles et exigé une transparence accrue sur les volumes déclarés. Ce mouvement transforme des initiatives nationales en dynamique collective. Les décisions prises dans une capitale renforcent désormais la position des autres, réduisant l'isolement et augmentant la cohérence méthodologique de l'ensemble régional. Ces quatre niveaux d'impact dessinent une même logique. La transition sahélienne n'a pas produit d'un choc spectaculaire, mais une série d'ajustements concrets perceptibles par des acteurs différents. C'est dans cette accumulation d'effets pratiques que la doctrine cesse d'être théorique pour devenir une réalité vécue. La question centrale devient alors inévitable. Jusqu'où ces ajustements peuvent-ils aller sans remettre en cause l'équilibre atteint? Un premier scénario, dit de base, repose sur la continuité méthodique observée jusqu'ici. Les États sahéliens poursuivent les audits et les révisions contractuelles sans accélération brutale. Les procédures se stabilisent, les opérateurs s'adaptent aux exigences documentaires et les flux d'extraction demeurent relativement constants. Les administrations renforcent progressivement leur capacité interne, tout en maintenant des canaux de dialogue avec les partenaires extérieurs. Le résultat attendu n'est pas une transformation spectaculaire, mais une normalisation du contrôle. La souveraineté comptable devient une routine opérationnelle, intégrée aux cycles fiscaux, plutôt qu'un signal politique ponctuel. Un second scénario, plus optimiste, envisage une synchronisation régionale accrue. Les expériences menées au Mali, au Burkina Faso et ailleurs convergent vers des standards communs. Les formats d'audit s'harmonisent, certaines données critiques sont partagées et des équipes techniques coopèrent davantage. Cette cohérence méthodologique réduit l'incertitude et améliore la lisibilité des règles. Des partenaires acceptent alors de travailler selon ces normes plutôt que de les contourner. L'enjeu n'est pas l'afflux massif de capitaux, mais la qualité et la prévisibilité des engagements. En renforçant la clarté des règles, la région consolide sa position de négociation sans provoquer de rupture. Un troisième scénario, plus tendu, ne peut être écarté.
Il repose sur une résistance accrue de certains acteurs extérieurs, inquiets de la perte de contrôle informationnel. Des pressions diplomatiques, des tentatives de renégociation défavorables ou des signaux de désengagement partiel pourraient apparaître. Dans cette configuration, les administrations devraient gérer une double contrainte: maintenir la réforme tout en absorbant les tensions externes. Le risque principal ne serait pas un effondrement immédiat, mais un ralentissement lié à la dispersion des énergies institutionnelles et à l'incertitude prolongée. Ces trajectoires ne sont pas des prédictions. Elles constituent des cadres de lecture. Une recommandation transversale s'en dégage pourtant. Si la discipline de mesure est maintenue, alors la marge d'adaptation demeure. À l'inverse, si la cohérence se fragmente, la crédibilité du modèle s'érode. La question devient donc stratégique. Quelles conditions institutionnelles permettront de tenir le cap dans les mois à venir? Pour une partie du public sahélien, l'effet le plus immédiat n'est ni strictement financier ni institutionnel. Il est cognitif. Pendant longtemps, beaucoup ont vécu avec l'idée que la valeur économique se décidait ailleurs, validée par des chiffres produits hors du territoire. Le fait de voir des audits nationaux remplacer des rapports importés modifie cette perception. La souveraineté devient observable, presque tangible, à travers des procédures administratives autrefois invisibles. Chez les jeunes actifs, cette transformation prend une forme plus pragmatique. L'extension des équipes d'audit, la montée en importance des certifications et le besoin de compétences techniques créent des perspectives professionnelles nouvelles. Le secteur minier, longtemps perçu comme fermé et dépendant d'expertise extérieure, commence à apparaître comme un espace où des trajectoires locales sont possibles. Cette évolution ne nourrit pas une euphorie, mais un réalisme prudent. Il existe désormais des parcours identifiables sans rupture avec le pays. Les entreprises locales vivent ce changement comme un apprentissage accéléré. L'accès à de nouveaux contrats s'accompagne d'exigences plus strictes en matière de qualité, de délai et de traçabilité. Pour certaines structures, la transition est exigeante, parfois inconfortable, mais elle offre aussi une reconnaissance institutionnelle inédite. Être intégré dans la chaîne officielle de production confère une légitimité nouvelle, renforçant la capacité à se projeter dans la durée. Pour les diasporas, enfin, le regard évolue plus lentement. Là où dominait souvent la résignation, apparaît une curiosité attentive. Les décisions deviennent lisibles, les chiffres discutables, les trajectoires comparables. Dans ce cadre, la confiance ne s'impose pas. Elle se construit par accumulation de preuves dans une dynamique qui renvoie à la méthode associée à Ibrahim Traoré. Le lien entre réforme et expérience quotidienne commence alors à se recomposer. La première étape consiste à consolider durablement les unités de contrôle interne. Les audits doivent s'appuyer sur des registres modernisés, des formats de déclaration standardisés et des outils capables de vérifier les volumes de manière régulière. L'objectif est précis: réduire progressivement l'écart entre les chiffres déclarés par les opérateurs et ceux établis par l'État. Le critère de réussite n'est pas politique mais mesurable: la diminution continue des anomalies comptables d'un cycle fiscal à l'autre. La deuxième étape porte sur la formation et la montée en compétences. Un contrôle accru ne peut être soutenu sans équipe qualifiée. Cela implique de renforcer les filières techniques liées à l'audit, à la certification et à l'analyse des flux miniers. L'indicateur clé est simple: la part des inspections réalisées sans assistance extérieure. Plus cette proportion augmente, plus la souveraineté comptable gagne en profondeur et en crédibilité dans une logique déjà défendue par Ibrahim Traoré au Burkina Faso. La troisième étape concerne la synchronisation régionale. Pour éviter une juxtaposition d'initiatives isolées, les États doivent aligner leur méthodologie.
Harmoniser les formats d'audit, partager certaines données critiques et constituer des équipes conjointes permet de réduire les divergences et d'accroître la prévisibilité des flux. La cohérence devient ici un multiplicateur de force, transformant des politiques nationales en dynamiques collectives. Enfin, la publication et la transparence jouent un rôle central. Rendre publics les résultats d'audit, les évolutions contractuelles et les ajustements réglementaires consolide la confiance interne et limite l'arbitraire. L'indicateur décisif est la régularité et la complétude de ces rapports. C'est à ce prix qu'une doctrine cesse d'être déclarative pour devenir un système vérifiable et discutable. Lorsque l'on revient à l'image de l'inspecteur penché sur un registre devenu soudain décisif, le sens de la bascule apparaît avec plus de netteté. Ce geste discret, longtemps relégué à l'arrière-plan des grandes décisions politiques, s'est transformé en point d'ancrage d'une mutation plus vaste. Chaque ligne vérifiée, chaque incohérence corrigée a contribué à déplacer un équilibre que beaucoup pensaient immuable. La transformation n'a pas pris la forme d'un discours spectaculaire, mais celle d'une pratique répétée, patiente et cumulative. Dans cette trajectoire, le rôle d'Ibrahim Traoré ne se lit pas comme celui d'un symbole héroïque, mais comme un repère méthodologique. En plaçant la comptabilité et la mesure au centre de l'action publique, il a rappelé que la souveraineté ne commence ni par la confrontation, ni par la proclamation. Elle débute par la capacité à nommer, vérifier et comprendre ce qui est réellement produit. Cette intuition, testée à Ouagadougou avant de trouver un écho plus large, a offert à la région un langage commun fondé sur les faits plutôt que sur les anticipations. Le motif revient alors, presque intact. Un bureau, des registres, une vérification minutieuse. Ce qui semblait d'anodin devient signifiant. La doctrine sahélienne n'a pas avancé par rupture, mais par précision. La souveraineté commence par la mesure. Au terme de cette trajectoire, une ligne de fracture apparaît plus clairement. Elle ne sépare pas partisans et opposants, mais deux manières d'observer le changement. D'un côté, une lecture fondée sur les anticipations, les modèles importés et les réactions réflexes. De l'autre, une approche attentive aux pratiques, aux chiffres produits localement et aux ajustements progressifs. La transition sahélienne oblige chacun à se situer entre ces deux postures analytiques. Ce choix ne relève pas d'une adhésion politique. Il concerne la façon d'évaluer la crédibilité d'un modèle dans la durée. Observer les audits, comparer les données, suivre les effets concrets sur les administrations, les entreprises et les ménages permet de dépasser les récits simplifiés. La souveraineté, dans ce cadre, n'est ni un slogan, ni une promesse abstraite. Elle devient un processus observable, discutable et perfectible, soumis à la vérification continue. C'est aussi là que le rôle du public prend toute son importance. Poser des questions, confronter les chiffres, examiner les limites autant que les avancées participent à la solidité du modèle. Rien n'est figé, tout est mesurable. Dans cette perspective, l'héritage méthodologique associé à Ibrahim Traoré n'impose pas une conclusion unique, mais ouvre un espace de réflexion collective. Face à une souveraineté qui se construit par la méthode plutôt que par le discours, quelle grille de lecture choisissez-vous d'adopter?